Bienvenue au premier épisode de l'Écho des Montagnards. Cet épisode est une présentation de Service Pelletier-Gosselin pour tous vos besoins en gestion d'associations, organisation d'événements, gestion des membres, comptabilité, permanence, système de paiement en ligne. C'est comme ça que les Montagnards font pour être une association aussi merveilleuse. Merci, SPG. Bonne émission. Avec moi, Tam et François MDM Mathieu, que vous reconnaissez évidemment de ses célèbres entrevues d'après-match sur le terrain. Lui aussi avait besoin de parler encore plus de football, donc on se réunit pour le faire. On va essayer de produire des petites vidéos comme ça le plus souvent possible, mais on vous invite à faire des commentaires sur ce qui vous intéresse et ce qu'on pourrait ajouter au fur et à mesure. Donc, c'est un peu l'intérêt de faire ce balade. On est dans la semaine suivant la victoire, peut-être surprise, qu'on pourrait dire, de Concordia sur les Carabins dans le match d'ouverture locale. Donc, on va parler de ça. On va parler de la semaine d'activité, mais on est aussi dans la semaine qui nous amène au premier face-à-face Montréal-Laval, au PEPS, parce que oui, je vais appeler ça le PEPS jusqu'à ma mort. Ce samedi, corrigez-moi si je me trompe, ce samedi à Québec. Donc, on va en parler rapidement. Pour essayer de faire un petit game preview de tout ça. Donc, retour sur le match de vendredi dernier au Sepsum. C'était le match d'ouverture locale des Carabins contre les Stingers de Concordia. Je vous le donne en mille. Le match s'est terminé 31-28 pour les Stingers. Une surprise parce que Montréal était attendu comme largement favori dans ce match-là. Petit résumé, dans le premier quart, Montréal prend les devants, un touché de Dosso, un catch de Fisk. Donc là, on a déjà 2 touchés de la part de Sénécal à ses receveurs. On est 17-0 après le premier quart. Donc, tout baigne pour les Bleus, tout va bien. On poursuit le deuxième quart. Cette fois-là, on a Olivier Roy de Concordia qui mène une charge à Jalen Greaves qui ramène le score 17-7. Ça se resserre juste avant la demi avec un placement de 3 points d'Andrew Stevens. Et là, soudainement, on arrive à la demi. Le 17-0 vient de devenir un 17-10. Retour de la demi. Échappé, recouvré de Farinacchio. Je ne le connaissais pas, lui. On va peut-être en parler un peu plus. C'est une de nos plus belles recrues. Une de nos plus belles recrues. Ben écoute, il ne fait pas mentir. Un beau toucher défensif. Mais avant la fin du quart, ben, on a encore une fois Olivier Roy à Jeremy Murphy qui ramène ça 24-17. Un autre 3 points par le placement. Et là, tout s'écroule à la fin du quatrième. 2 touchés consécutifs de Concordia. Murphy, encore une fois. Alessandrini, encore une fois, d'Olivier Roy. Pour un beau total de 31-28 Concordia. Je n'étais pas au match pour cause de raisons personnelles, de championnat de balle molle. Désolé, priorité aux bonnes places. Mais, Tam, François, vous y étiez. Je vais commencer avec Tam. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait pris le momentum. On avait bien parti le match. Mais la défensive a commencé à donner toute la petite zone, les passes courtes, et on a manqué beaucoup de plaqués qui se sont transformés en de gros jeux sur des petites passes courtes. Donc, j'espère qu'on va régler ça parce que ça pourrait faire mal dans le futur. Il y a aussi la blessure de Marc-Antoine Hood qui a fait casser le momentum. On dirait que les Carabins étaient morts après ce jeu-là quand il est sorti en civière à nous rappeler la blessure subie par Zachary Alexandre il y a de ça quelques années. Tu vois, moi, je semble mettre pas la faute, là, mais sur la défensive. Tu vois, moi, je le vois sur le contraire. Je pense que c'est l'attaque qui a causé la défaite. Et je m'explique parce que après le premier quart, c'était 17-0, vous l'avez vu, là, ce quart-là, il venait de finir à 17-0. J'avais l'impression qu'on était déjà à la demi. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier jeu, là, c'était une course de Réjean Giraud. C'était le retour de Réjean Giraud. Les 3 premiers jeux, si je me souviens, c'est des jeux au sol. J'ai l'impression qu'on avait designé cette partie-là pour que ça joue au sol complètement. On avait le plan offensif, c'était le sol. Ça n'a pas été long que Réjean s'est blessé, quand tu ne vois pas de ballon depuis un petit bout. Puis, aussi bon soit Beaulieu, c'est pas Réjean. Beaulieu, c'est un
un power forward, là, il rentre dans le tas, c'est pas la petite course dans le côté. Puis après. Efficace dans un mélange, mais pas 100% de la même affaire. Exactement. Là, c'est lui qui va défoncer et faire mal à une défensive. Les patates, c'est bon, mais il faut t'équilibrer ça avec autre chose, right? Exactement. Bien qu'il soit le meneur au Québec en ce moment pour les verges. Il est le meneur tout simplement parce qu'il n'y a aucun jeu au sol dans aucune des équipes. Oui, il n'y a aucune des équipes, c'est épouvantable. Je reviens à pourquoi je vous dis que je pense que c'est l'attaque. Après coup, là, le centre partant des Carabins est tombé au combat aussi. Marc-Antoine Lemay n'est pas là. C'est Sévigny qui a pris la place très bon. Mais il y a un autre O-line qui est tombé avant le troisième. Et là, ça allait super bien. Puis là, tu as comme. On dirait que l'offensive, c'est un petit peu assis sur leur steak. Et là, on est tombé sur des twin out. Ça, là, ça a taxé la défensive de façon débile. Puis, il était constamment sur le terrain. Puis, tu sais, c'est des petits jeunes, là, OK? Aucun de ces flots-là était partant. Je dis aucun, c'est pas vrai, là, j'exagère un peu, là, mais tu sais, il y a 3 joueurs qui ont. Il y a beaucoup de jeunes, on a manqué une année. Là. On a manqué une année. Il y en a 3 qui ont vu vraiment du terrain, là. Tu sais, Broderick, là, qui est pratiquement notre meneur, là. Il n'était pas partant, là. Il y a juste Copeland qui était partant. Il y a juste Lagacé qui était partant, puis la dernière Twin Tower. Les autres, c'est toutes des recrues. On dirait qu'ils sont assis dessus, même la défensive, taxés, pas capables de s'ajuster. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Mais je vais te le donner, Tam. La demi-heure que tout a cassé, là, la grosse demi-heure où on a attendu, là, on dirait que les Carabins sont assis sur, on dirait qu'ils ont joué ce fessier. On est resté là. Il y a Nick Farinaccio, que tu connais pas, qui est le numéro 5, qui était une machine de guerre agressive. Ça, je te dis, lui puis le sort, c'est nos futurs capitaines. C'est une brute. C'est pas en défensive, c'est sur les unités spéciales, ce toucher-là. Lors d'un botté de dégagement, il a échappé, il a pogné le ballon. C'est une brute. Je te le dis, c'est une brute. Hey, François, juste pour faire du millage sur ce que tu as dit, j'ai le rundown ici. Là. À partir du deuxième quart, on parle de Montréal, les séquences consécutives. Là. Revirement sur essai, après une séquence de 7 verges. Dégagement après 15 verges. Dégagement après 1 verge. Placement raté après 43 verges. Oui, les batteurs n'ont pas eu une excellente. Quand on commence le troisième, dégagement après 7 verges de gain. Dégagement après 34 verges de gain. Là, ils ont scoré le toucher défensif. On a eu un placement. Donc, effectivement, pas de longues séquences qui ont permis soit de marquer ou d'au moins positionner le ballon. Fait que c'était pas facile. Non, parce que là, il ne faut pas oublier, OK, parce que là, aussi bon soit Sénécal, et il est bon en torpinouche, OK? Il est vraiment bon. Toi, tu ne l'as pas vu, Éric, là, mais le premier toucher à Dosso, là... Oui, je l'ai vu, ce toucher-là. Sacrament. Désolé, là, mais 43 verges, un plomb écœurant. C'était écœurant. Mais après, là, quelques attrapés manqués, puis c'est pas je suis. Mais après, quand on joue au sol, là, se limite à Beaulieu, puis que tu sais que inévitablement tu vas jouer, il y a là, la défensive de Concordia s'est ajustée et c'était le blitz. Il était très agressif. Ben oui, Chris, ils n'ont pas peur du jeu au sol. On a perdu Bessette la semaine précédente. Là, c'était des jeunes qui étaient sur la ligne offensive et ça, Concordia rentrait là, avec la pression. Là. C'est vraiment à partir de ce moment-là, de coup que le Lemay est sorti, que l'autre O-line est sorti, ça a vraiment switché. Même avant la blessure de Hood, là, ouais. Mais la défensive de Concordia, leur plan de match était agressif. Ouais. C'est pour ça que je dis que je pense... Oui, vas-y, François. Non, vas-y. Je voulais juste ajouter, au sol, on parle de 155 verges totales. Beaulieu, 79 de ces verges-là. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais malgré que les Carabins ont été en avant, dans le fond, jusqu'à 12 minutes, jusqu'à 3 minutes et demie de la fin, là, à peu près. Oui. On a quand même 37 tentatives de passe pour Sénécal. Mais à la fin, il y a eu juste 19 tentatives de débarrasser du ballon souvent. Ah oui, le ratio est à 21 pour 37. Là, donc, il a probablement couru pour sa vie un peu. Là. Oui, absolument. En deuxième demi, absolument.
Il s'est débattu, il a couru pour sa vie. À un moment donné, là, ça avait juste pas de sens. C'est pour ça que je dis, OK, je suis d'accord, là, c'est la défensive qui a perdu la partie à la fin parce qu'elle était surtaxée. Puis en plus, je pense que Nicky Farinaccio, on va finir par y avoir son nom, Farinaccio, Nicky a été blessé aussi parce qu'il n'était plus là à la fin. Là. Fait que, il n'était plus là. Il y a une couple de blessures que ils sont fatigués, ils sont rouillés. Hein. C'est du monde qui n'ont pas vu de football depuis 1 an et demi. C'est normal. Ça m'amène sur notre... Oui. Mais attends une minute, je vais donner beaucoup de crédit à Concordia. Dans le game preview que j'avais écrit, j'avais dit que avec le retour de Murphy, là, Concordia se ramasse avec 3 receveurs tout étoiles. Ouais. Murphy, c'est une machine de guerre. Il nous a toujours fait mal. Il nous a toujours fait mal, Murphy. Ben oui. Puis leur corps arrière. Ça a été le cas dans les 2 dernières drives là aussi. Ben c'est ça. C'est exactement ce qui est arrivé. Tu sais, ils ne sont pas venus la chercher. En temps normal, là, les Carabins n'auraient pas dû perdre cette partie-là. OK? On est d'accord. Mais il faut jouer dans le mental de des petits jeunes qui ont fait longtemps qu'ils n'ont pas vu du football. Et la défensive de Concordia s'est ajustée aussi en deuxième demi. Totalement. Ce que celle des Carabins n'a pas fait ou a moins fait par rapport aux tactiques qui étaient employées par Concordia. C'est comme s'il n'y avait pas de solution. On laissait aller les petites passes. Puis il y a eu beaucoup d'erreurs mentales aussi sur je joue le ballon au lieu de jouer le joueur et ça résulte à un gros jeu. J'ai pas vérifié, notre tertiaire doit être quand même assez jeune. Hein, très bonne, notre tertiaire. Elle n'est pas si jeune que ça. Elle n'est pas si jeune que ça. OK, ça, c'est mon... Là, je vous ai perdu. Je suis mal informé. C'est moi qui Moi, je te vois, François, ça va très bien. C'est moi qui est coupé ou c'est vous autres? Mais je vais continuer. Je pense que ça va bien. OK, je vais faire un peu de pouce sur ce qui a été mentionné. C'est-tu moi qui était... Bonjour, c'est-tu moi qui était parti? Oui, je pense que c'était toi, François, ça va bien, là. OK, bon. Je vais faire du pouce. On va passer à notre deuxième sujet. François, tu l'as mentionné. Les joueurs sont rouillés, les joueurs ont skippé une saison, donc ça nous donne des situations vraiment inhabituelles. Concordia qui bat Montréal, c'était pas arrivé depuis 2010, donc c'est excessivement rare. Regardons quelque chose qui n'était jamais arrivé. Sherbrooke qui bat Laval. Après avoir joué une partie très ordinaire contre les Carabins la semaine d'avant. Absolument, donc... Le COVID qui semble être le grand égalisateur. On 2 semaines avant, parce que contre McGill, ils ont perdu aussi et ils auraient dû gagner cette partie-là. Ils ont manqué d'opportunités. Ouais. Donc, juste pour faire un petit rundown hyper rapide de ce qui s'est passé à Sherbrooke, parce que le match était à Sherbrooke, il n'y a eu que 2 touchés dans ce match-là. Les 2 du côté de Sherbrooke, en première demi, dans le deuxième quart. Le reste, on s'est échangé des placements pour finalement terminer sur un toucher de sûreté de Sherbrooke, 23-17, le score final. Évidemment, pas un festival offensif. Si quoi que ce soit, c'était plutôt défensif. Les 2 touchés de Sherbrooke au sol, sur quand même une drive de 90 verges, une drive de 67 verges. Mais le reste du match, un petit peu sans histoire. Pour Laval, 97 verges au sol, 366 par la passe pour Bolduc. Pour Sherbrooke, 91 au sol, 236 par les airs. Mais peu de points. Oui, le ballon a bougé dans cette partie-là. Les 2 corps arrière ont peu de finition. Ont traversé le terrain, mais pas capable de finir. Là. Les batteurs ont eu leur mot Donc, sur cette partie-là. Mais Eric, tu parles du toucher. Moi, là, Laval a perdu. C'est pas Sherbrooke qui a gagné. Laval a perdu. OK? Laval n'a pas mal joué du tout. Là. Le corps arrière n'a pas été mauvais. Il a manqué d'opportunités. J'ai l'impression qu'il y a des attrapés. Sherbrooke a super bien joué. La défensive a super bien joué. La défensive de Sherbrooke est excellente. Elle était agressive, vraiment agressive. Ouais. Je pense qu'elle a O-line. Mais il y a quoi qui se passe à Laval présentement où j'ai l'impression qu'ils jouent tellement conservateurs qu'ils ne sont pas capables de sortir de leur planning
Puis dès qu'ils ont perdu, puis vous le savez, il y a 2 ans, quand on était à Dunsmore, puis qu'on a pris les devants, ils se sont mis à lancer le ballon au lieu de jouer leur traditionnel running game. Mais le running game ne marche pas vraiment à Laval cette année, surtout parce que le jeu aérien ne marche pas particulièrement. Puis c'est pas vrai, Bolduc est relativement bon, mais ses receveurs sont, je dirais juste moins clutch, OK? Mais je reviens à Sherbrooke. Le toucher là, de 60 verges, là, mais la réalité, là, c'est qu'ils ont fini la game avec 45 verges, même pas 42 verges de gain au sol. Ce qui veut dire que malgré qu'ils ont fait un toucher d'une 60aine de verges, ils en ont perdu tout le long. Ils ont eu 2 courses seulement, dont une qui a sorti de nowhere puis qui a été touchée. Mais après coup, là, le jeu au sol de Sherbrooke a été inexistant, exactement le même inexistant que contre Montréal. Mais ils ont été opportunistes. Ils ont été vraiment opportunistes. Puis la défensive a réussi à rabattre puis à mettre de la pression sur Bolduc. Ils ont gagné la game des turnovers. Complètement. Puis ils ont joué dans la tête. Et puis je ne sais pas ce qui se passe avec Étier. On dirait qu'il y a de la difficulté à sortir de son book. Son livre de jeu tellement réduit qu'il n'est pas capable. Je ne sais pas. Là, ça fait, moi, j'ai vu toutes les parties. Ben, pas toutes les parties. J'ai vu l'autre partie contre McGill aussi. Il y a les 2 Breton-Robert qui ne jouent pas. Ouais, il y avait Montembeault qui vient de revenir. Juste me faire l'avocat du diable. Là. Dans le fond, on s'est retrouvé dans une situation où Laval tirait de l'arrière relativement tôt. Parce qu'ils sont fait marquer 2 touchés dans la première demi sans être capable de repartir la machine. Bolduc, on s'est ramassé avec 54 tentatives. Ouais, contre 13 jeux au sol. C'est unidimensionnel, ça, là. Mais depuis le début de l'année, Laval, c'est comme ça. Hein? La course, ils ont eu 2 gros jeux qui ont capable de s'équilibrer. Ils ont eu 2 gros jeux dans les 2 premières games qui de 60 verges et plus, qui ont comme gonflé leurs statistiques. Mais sinon, je dirais que l'ensemble du RSEQ a de la misère avec la course. On n'est pas capable de courir. C'est la première année où c'est vraiment les corps arrière qui dictent les offensives. C'est bizarre. C'est bizarre à mon dire parce qu'on a tout le temps dit qu'au Québec, on ne faisait pas des corps, on n'avait pas des attaques de corps. Et je ne sais pas à quel moment, qu'est-ce qui peut expliquer que le jeu au sol, est-ce que c'est les O-line? Parce que bien évidemment, le jeu au sol, c'est pas juste le corps arrière, pas les porteurs de ballon, ça part par les O-line. Est-ce que c'est la cohésion entre les différents gros bonhommes qui fait qu'aucune des équipes réussit vraiment à s'imposer au sol? Laval, là, a techniquement les meilleurs. Je dis techniquement parce que historiquement, ils ont toujours les meilleurs O-line. Ils ont une O-line extraordinaire et ils ont 5 porteurs de ballon qui seraient partants dans n'importe quelle autre équipe. Ce que nous n'avons pas. Okay? Mais ils ont essayé de courir 13 fois. Et c'est ça. Quand je te dis, mais il y a de quoi qui ne marche pas. C'est comme si. Pourtant, pour une moyenne de 7,5, il y a quelque chose d'étrange. Ouais, il y a quelque chose d'étrange. Je vais vous donner ma théorie, OK? Puis là, je la sors là pour on en discute, là, parce que là, ça donne une parité qui est impressionnante. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là, contre McGill, Laval n'a pas été extraordinaire non plus. Tout le monde est rouillé, OK? Fait que tout le monde est rouillé. Mais la réalité, là, c'est que si tu regardes sur papier, Montréal et Laval ont clairement de meilleurs joueurs. Montréal et Laval ont les meilleurs recrues depuis 3 ans. Ils ont même tu sais, si tu regardes le line-up, là, il n'y a aucune chance que ces équipes-là, sur papier, ne soient pas meilleures. Par contre, normalement, là, historiquement, quand tu es meilleur, puis que tu sais que tes joueurs sont meilleurs, tu te forces un peu moins. Parce que tu sais que tu n'as pas besoin de te forcer autant que d'habitude. Parce que la force de ton line-up, le fait que tes joueurs à chaque position, puis même que tes remplaçants à chaque position soient physiquement meilleurs que les autres, fait que tu te dis, anyway, je vais finir par trouver le moyen. Par contre, les 3 autres équipes, là, ils travaillent comme des forcenés depuis toujours. C'est dans leur mentalité de dire, nous autres, là, c'est pas nos meilleurs joueurs qui font qu'on gagne, c'est notre travail équipe et notre acharnement. Bien, quand tout le monde est rouillé puis que tu pars tout le monde à la même égalité, ben, ceux qui sont habitués de travailler fort et de s'acharner, ben, ils arrivent au même niveau que ceux qui sont aussi bons, mais qui sont un peu plus lâches
parce que normalement, il se fie. Alors, ça, c'est ma théorie. Je te dis juste que c'est l'impression que j'ai. Laval est méconnaissant parce qu'on dirait qu'il n'essaye rien. Montréal, là, le jeu d'adaptation des 2 dernières games, on dirait qu'il se fie trop au fait on a les meilleurs joueurs. Vous comprenez? C'est ça. Ça se peut-tu que le fait que Laval, en 2019, ça n'a évidemment pas fini comme il voulait. On a une saison off. Est-ce que l'aura, est-ce que le shine a un peu pâli et ça peut donner la chance aux autres équipes de dire OK, ta minute là, on a une chance. Là. Parce que la confiance, l'espoir, ça peut aller loin. Là. Non, moi je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus l'effet COVID, le fait que toutes les équipes n'ont pas pu s'entraîner en groupe. La cohésion, vu qu'il y avait une entrée de beaucoup de nouveaux joueurs dans toutes les formations, c'était à savoir qui allait avoir la cohésion le plus rapidement possible. C'est là que, surtout en début de saison, c'est là que tu allais avoir l'avantage. Je pense que les plus petites écoles, l'effet de groupe, de hey, c'est notre chance. Si on part bien, on s'entraîne bien, on pratique bien, c'est notre chance de pouvoir compétitionner puis d'être au même niveau que Montréal puis Laval en début de saison. Exactement. Je pense que c'était une carotte de plus. Je suis totalement d'accord. C'est que la COVID aura nivelé tout le monde au même niveau au départ. Et on le voit sur la quantité la quantité de snaps, de passes échappées, de plaqués manqués, de lignes offensives ou défensives qui brisent ou qui ne tiennent pas en ce début de saison. Puis c'est pas mal toutes les équipes là, qui ont ces problèmes-là à différents niveaux, mais plus qu'à l'habitude. Mais à the end, à la fin de la saison, les meilleures équipes avec les meilleurs éléments, avec les meilleurs athlètes, vont finir par se distancer. Ils partent présentement. En théorie, là, ça devrait être ça. Ouais, en théorie. Je pense que présentement, on perd tous sur le même point. Ils partent tous sur le même point d'égalité, puis c'est pour ça qu'on présentement on a une parité, que toutes les équipes sont capables de se battre. Mais à la fin, là, dès que la cohésion va recommencer, les équipes avec le meilleur line-up et surtout avec la meilleure profondeur, et ça revient toujours aux 2 mêmes équipes, Montréal et Laval, qu'ils ont une profondeur. Tout le monde a une profondeur. Tout le monde a 100 joueurs. Mais pas tout le monde qui ont 100 joueurs de qualité comme Laval et Montréal. Ça va finir à la fin que quand le momentum va partir, le rouleau compresseur Laval va repartir et Montréal, dès qu'ils vont se mettre à s'installer comme du monde, puis si Réjean Giraud peut courir comme du monde, si tous les petits non-vaccinés peuvent finir par revenir, là, bien, à un moment donné, ça va revenir à la norme. Les meilleurs joueurs vont juste être meilleurs. Je pense qu'un autre aspect non négligeable, c'est le coaching ici. Les 2, Laval, Montréal, sont de facto plus conservateurs, alors que je pense que McGill, Sherbrooke et Concordia ont été beaucoup plus agressifs dans leur façon de coacher, dans leur adaptation, qui leur a permis de ramener, si on veut, l'écart, puis même de leur donner l'avantage dans ces matchs-là. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais même dans le passé, on les a rarement vus aussi agressifs, même quand c'était dans des matchs serrés, puis s'adapter aussi rapidement. Là. On voit que la qualité du coaching à Concordia avec ça s'est beaucoup amélioré. Puis Collinson, il connaît le style de jeu de Laval aussi, comme le fond de sa poche. Là, il vient de là. Ouais. OK. Sur cet ordre d'idée, on parlait des 2 programmes. C'est une semaine de premier affrontement en saison régulière, Montréal-Laval. Les 2, on en a parlé énormément. Les 2 programmes ont eu un peu de difficulté du moins, en tout cas, Montréal la dernière semaine, Laval peut-être les 2 dernières. À quoi il faut s'attendre pour ce match-là? Est-ce que la cohésion va commencer à se faire? On en parlait. Les 2 étaient habitués d'avoir des matchs pré-saison. Il n'y en a pas eu. La cédule d'entraînement n'est pas ce qu'elle était. Là, maintenant, ils se rencontrent. Vous vous attendez à quoi? Tout va dépendre de l'état de notre ligne à l'attaque. Moi, qui va être disponible pour être habillé ou pas. J'ai confiance en ceux qui sont plus loin dans le deep chart pour faire du bon travail, mais
commencer ton premier match universitaire contre Laval à Laval, c'est rough, surtout sur la O-line. Ça va être à quel point elle va tenir. Est-ce qu'elle va permettre le jeu au sol? Est-ce qu'elle va permettre à Sénécal d'avoir la seconde supplémentaire pour faire les jeux en zone profonde ou en zone intermédiaire? Ça va jouer là, moi, je pense. C'est sûr que la pression s'en vient. Là, avec le corps arrière en place, ils vont vouloir le déranger. Là, ils ne laisseront pas passer sa journée en arrière de la ligne. Tout va jouer sur les deux lignes. C'est un cliché. C'est le même cliché qu'on dit à toutes les années, mais ça va être encore plus vrai cette année parce que dans les deux cas, il y a une quantité industrielle de recrues. Là, on va avoir, puis tu as raison, Tam, ça va dépendre qui va être là avec les blessés. Donc, est-ce que le mai va revenir? Bon, c'est Sévigny qui est là, qui l'a remplacé, qui a pas mal fait. Là, mais puis, effectivement, plein de bons joueurs en arrière. Mais il va falloir qu'on soit capable d'établir le jeu au sol. Puis, Laval l'a montré la semaine passée, ils ont deux immenses DT. Deux gros bonhommes, là, format géant, là, qui sont dans l'archétype parfait d'un gros DT contre la course. Et ils ont deux, quand même, je ne suis pas sûr que c'est les meilleurs ailiers défensifs qu'on a vus à Laval. Là, on n'est pas dans le Mathieu Bette, là, mais ils sont relativement bons. Mais la force en avant contre le sol va être dure. Donc, puis, mais la pression vient. Leur tertiaire est assez ordinaire, par contre. On doit avouer, là, leur meilleur joueur, c'est Maxime Lavallée, qui se retrouve à être partout, mais en entour de lui, c'est relativement ordinaire. Donc, si la O-line de Montréal permet à Sénécal d'avoir du temps, on risque d'avoir quelque chose de bon. Montréal risque de, je ne dirais pas découper la défensive de Laval, parce que ça n'arrivera jamais, mais d'avoir un avantage. Mais pour que ça arrive, il va falloir que le jeu au sol devienne réellement une menace. Il va falloir étirer. Il va falloir que les gros DT partent sur le pan derrière. Il va falloir que l'essor, je ne sais pas trop, là, le secondaire intérieur recru là, qui a une super saison, il va falloir qu'on le mette sur le bout des... Non, mais il va falloir qu'il y ait un jeu au sol qui soit menaçant dès le départ. C'est classique, là, on est dans le football de 101, là, je veux dire, mais ça va être ça. Là. Puis, je pense que ça va finir avec un pointage, contrairement à d'habitude, où ça finit tout le temps 9 à 8, 9 à 15. Moi, je pense qu'il va y avoir plus de points à tableau. Moi, je pense que ça va finir 25 à 29, quelque chose de même. J'ai bien l'impression que autant bonnes sont les défensives présentement, ils sont dépassés par les attaques. Puis ça, c'est bizarre. C'est complètement bizarre parce que ça va à l'encontre de la théorie où une défensive... Ça dépend sur quoi? Parce que apparemment que par les airs, il semble y avoir une espèce d'aisance, mais au sol... Et historiquement, les matchs où Montréal a eu du succès contre Laval, c'est quand on réussissait à trouver cet équilibre-là. Il fallait avancer au sol, garder la ligne là, mais il fallait que le jeu aérien fonctionne aussi. C'est quand on était unidimensionnel que là, ça finissait 9 à 8, puis on était tout le temps du côté perdant. Exactement. Regarde ce qui est arrivé à la partie à Sherbrooke, Montréal-Sherbrooke. On a eu une offensive ultra balancée et ça l'a, même si on n'a pas gagné énormément au sol, mais on gagnait tout un 6, 7, 8 verges. Puis ça, c'est la force de Laval aussi. Là. Leurs gros porteurs là, gagnent toujours 6, 7, 8 verges. Là. Tu sais, là, cette année, là, on dirait qu'il y en a eu un, là, je pense, de la première game, là, ou la deuxième, je ne me souviens plus, là, qui ont eu, ils ont eu un porteur en fin de partie qui s'est mis à courir et gagnait des 15 verges. Dans les deux premières parties, c'est arrivé. Ouais. Nous autres, on n'a pas, là. Bertrand Beaulieu ne partira jamais sa go. Il y a d'autres, là, même là. Il y a Giraud s'il revient dans le line-up, mais je ne sais pas à quel point sa blessure du dernier match va le tenir longtemps à l'écart. C'est plate parce qu'on avait de super recrues côté running back, mais la COVID et le passeport vaccinal aura réduit notre backfield de moitié. Fait qu'à quoi s'attendre? Moi, je m'attends à une partie. Je m'attends à une partie offensive et je m'attends à ce que le jeu aérien, mais ça va marcher seulement si nous autres, notre ligne offensive est capable de marcher. On est dans ça prend des deuxièmes et courts et pas des deuxièmes et 10 pour espérer avoir une attaque équilibrée. Exactement. J'ai toujours espoir que le numéro 7, l'essor de Montréal, va finir par arriver. Je ne sais pas s'il est blessé. Je ne sais pas si c'est un problème
de scolarité. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas vacciné. J'ai aucune idée pourquoi il n'a pas joué et qu'il n'est pas dans le line-up. On avait aussi Sauvageau puis Taylor qui n'a pas encore été habillé. Taylor n'a pas encore été habillé comme receveur, puis Sauvageau n'était pas habillé au dernier match. Je ne sais pas c'est quoi dans son cas. Je ne sais pas, mais loin du line-up. Mais la réalité, c'est qu'il y a pas mal de bons receveurs au sein de l'état-major à Montréal. C'est que, tu sais, Sauvageau n'est pas habillé, mais tu sais, il y en a des bons en arrière. Sans face, il y en a des bons. Puis il y en a une chier immense qui ne sont pas habillés, là, tu sais. Mais c'est des gars, ces deux-là, c'est des gars d'expérience. OK, on va être obligé d'arrêter là-dessus. On vient de franchir la limite des 30 minutes qu'on s'était donné. On pourra en parler toute la nuit, c'est clair. Moi, pour ma part, je pense qu'on va revenir à un classique, là, c'est-à-dire que l'intensité va monter, l'espace sur le terrain va diminuer. J'aimerais ça avoir un match, comme tu as dit, François, mais mon expérience me dit qu'habituellement, c'est pas ça qu'on va. On verra. C'est ça l'intérêt de voir la game. Mais tu vois, là. Mais tu as raison, ça se peut très bien. L'historique entre eux autres est trop forte. C'est ce que je me dis. Non, mais peut-être que là, partie. Contrairement aux offensives, c'est peut-être moi qui est trop conservateur à ce moment-là. Peut-être ça qui arrive. Statistiquement, tu as raison. Hein? C'est rare. C'est rare, les ultra offensifs. Oui, c'est ça. Du run and gun, Montréal-Laval, on n'a jamais vu ça. Là. Mais... C'est des games de botteur. Pourquoi pas? De dernières minutes, de dernière séquence habituellement. All right. Donc, c'était notre. J'espère que ce ne sera pas une game d'heure parce que. J'espère que ce ne sera pas une game de batteur parce que les nôtres sont riches. Ouais, la jeunesse. Hein? Fait que c'est ça. C'était notre premier podcast. J'espère que vous avez apprécié. Faites-nous vos commentaires. On va essayer de le bonifier. C'est la prochaine fois qu'on en fera un. On espère être de retour après le match contre Laval pour pouvoir en jaser. Surveillez nos réseaux sociaux. Surveillez notre chaîne YouTube. Surveillez les entrevues de François quand il va être en mesure d'en réaliser. Le COVID étant a bitch. C'est pas toujours évident. Mais on essaie de fournir du contenu autant que possible. Ouais, les prochaines vont être probablement à McGill. Oui, c'est ça. On ne pourra pas tous être à Québec. C'est pas évident, encore une fois. Juste avoir des billets, là, félicitations à ceux qui ont réussi à s'en procurer. Ça va être une expérience. Le PEP se remplit, mais pas rempli. Ça va être quelque chose. Donc, c'est diffusé à la télé en fin de semaine. Donc, pour ceux qui ne pourront pas y être, on vous invite à le regarder puis à venir échanger des commentaires suite au match. Pour rejoindre les Montagnards, allez sur la page Facebook, cliquez sur le lien s'inscrire. Shout-out à notre commanditaire SPG pour tous vos besoins associatifs. C'est moi. C'était Gastien. Voilà. Pour tous vos besoins en gestion d'association. Et allez sur la page Facebook, faites vos commentaires et puis on va essayer d'en tenir compte le plus possible. Sinon, on se voit lors du prochain match qui sera à Montréal contre McGill. On trouvera un moyen de se réunir à l'avant-match dans toute l'égalité. Merci Tam, merci François. Bonne semaine, bon match. Ciao, ciao. Bye.